Donc, encore une fois, merci de vous avoir joint à nous aujourd'hui pour notre webinaire Microage parle technologie de ce mois ici. Donc, je m'appelle Maria Fiori, je suis directrice des opérations chez Microage et je suis accompagnée aujourd'hui par Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue, Sergio. Bonjour à tout le monde. Donc, la conversation d'aujourd'hui portera sur l'importance de la sensibilisation à la cybersécurité et nous allons aussi jouer un petit jeu pour tester vos connaissances en matière de cybersécurité. Avant de commencer, juste quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet questions de l'outil. Le webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez le réécouter ou le partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier. En même temps, nous allons vous envoyer le lien vers le livre électronique gratuit que nous vous offrons aujourd'hui. Et si vous voulez une copie de la présentation, parce qu'on se fait demander souvent, elle est disponible dans la section Handout ou Documents dans l'outil webinaire. Dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de 3 questions pour recueillir vos commentaires. Vos commentaires sont importants pour nous et ils nous aideront à améliorer les prochains webinaires. Donc, si vous pouvez prendre quelques instants pour nous faire part de vos commentaires, on apprécierait. Avant de passer la parole à Sergio, je prends une minute pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui nous ne connaissent pas. Donc, Microage est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis 1981. Pour nous permettre de bien vous servir, il est essentiel pour nous de comprendre votre organisation, vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités. Tout ça nous aide ou nous permet de recommander et à fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Donc voilà en quelques mots qui nous sommes et à la manière que nous nous engageons avec nos clients. Sur ce, je vais passer la parole à Sergio. Merci beaucoup, Maria, et bonjour à tout le monde. Ça, je peux dire que c'est mon webinaire le plus préféré que je fais avec. Ben, je les aime tous, mais celui-là, c'est toujours mon préféré parce que c'est plus interactif, on atteint des réponses, c'est toujours un des plus populaires, hein, Maria, au Oui. niveau de nos webinaires, parce que tout le monde aime ça, tester les connaissances au niveau de la cybersécurité. Fait que ce qu'on va vous faire, c'est typiquement comme on fait dans ces genres de webinaires-là, c'est de passer un peu au niveau des tendances, les statistiques en ce qui concerne la cybersécurité. Et ensuite, passer tout de suite, regarder quelques exemples de courriels et textes malveillants qu'on a sûrement reçus déjà entre vous. Passer à travers le quiz au niveau des connaissances, les questions. Et ensuite, ben, peut-être répondre à des questions si vous avez des questions par rapport à tout ça. Fait qu'on va Mais, commencer. Oui. mais ben Sergio, je parle pour toi, là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à Ah, les mettre dans l'onglet questions du webinaire. exact. Oui, en tout temps. Donc, on va parler des statistiques. À chaque fois qu'on présente ce diapo-là, il y a toujours quelques changements qu'on fait. Il y a toujours des augmentations ou Les diminutions de nouveautés. certains Les pourcentages de nouveautés. nouveautés qui arrivent. Oui. Euh, on a, euh, on a j'imagine, on a l'avantage parce qu'on est partenariat avec plusieurs fournisseurs, Microsoft et d'autres fournisseurs en termes de cybersécurité qui nous fournissent certaines statistiques canadiennes. Fait que là, ça nous aide un peu plus de comprendre qu'est-ce qui se passe puis comment on peut équiper nos clients avec l'information puis possiblement des solutions pour aider à diminuer ou ne pas tomber dans ce dilemme-là. Exemple, 1 à 10 PME subissent une cyberattaque à chaque année. 60 000, ça je ne l'aime pas, mais c'est 60 000 incidents de 70. cybersécurité, 70 000
incidents de cybersécurité ont été signalés en 2023. C'est une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Fait qu'en fait, ça commence à augmenter de plus en plus. Et Euh, ça, c'est juste ceux qui ont été signalés, parce qu'on ben, s'entend qu'ils ne sont pas ça, tous signalés. oui, puis techniquement, on est censé les signaler, mais Ouais. on s'entend que des fois, on assume ou on pense que peut-être un mini cyberattaque n'est pas assez élevé ou n'est pas assez grand pour le signaler, mais techniquement, s'il y a un doute ou si on voit qu'on s'est fait attaquer, là, il faut le signaler. La bonne nouvelle, c'est 62,5% en 2023 contre 63,3% en 2022 au niveau le ransomware classique, c'est-à-dire de payer un rançon pour décrypter les données. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les organisations ont été extorquées 2 fois de plus. Donc, il y a eu des menaces au niveau de divulguer publiquement les données exfiltrées ou menaces de rendre publiques toutes les données qui ont été enlevées de votre environnement. Ils ont été menacés et menaces d'informer les clients ou le média de violation de données. Fait qu'en fait, les criminels menacent de rendre public tout ça. Ça commence à Fait, faire peur un peu. fait que le changement, on a vu une diminution, oui, mais ils vont attaquer les mêmes organisations plusieurs fois de plusieurs manières, puis quand même demander des rançons. Oui, Fait que, oui. Ouais, c'est ça. Et le dernier chiffre, 73%, c'est mieux que l'année passée, que 2022, en fait, là, que les organisations semblent plus confiantes de leur posture de cybersécurité. Mais attention au niveau des nouvelles technologies qui vont venir, puis on va en parler, surtout au niveau de l'intelligence artificielle ou les nouveaux outils que les criminels vont utiliser, nouveaux modèles d'affaires. Ça risque d'augmenter plus pour cette année, pour 2024. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'eux autres, il y a une évolution de leur outil ou une évolution de comment ils essayent de rentrer chez vous. Fait que c'est sûr que les criminels n'aiment pas ça diminuer les résultats, ils aiment ça augmenter. Fait que c'est sûr qu'ils vont trouver une façon de le faire. Comme j'ai dit, on a un tournoi qui est fait à chaque année qui s'appelle le tournoi Gun Fishing ou un tournoi d'hameçonnage que on demande aux utilisateurs, aux compagnies de se abonner gratuitement pour se faire hameçonner, puis faire des tests pour voir le niveau de vulnérabilité de vos usagers. 10,4 il y a 1,3 million de personnes au courriel qui ont été envoyées de ce chiffre-là. 10,4 ils ont cliqué sur les liens malveillants. Et ça, c'est une augmentation de 3,4 par rapport à l'année d'avant. Donc, on a vu dernièrement, il y a eu en 2021 presque 20 en 2022, ça a baissé à 7 et maintenant, c'est revenu à 10,4. Fait que on essaie de diminuer, on essaie de le rendre à zéro, mais ça ne va jamais arriver à zéro. Puis j'ai peur que ça risque d'augmenter pour l'année prochaine à cause des nouvelles modèles d'attaque que les criminels vont utiliser. Ce qui fait encore plus peur, c'est le click to link ratio qu'ils disent. C'est le 10,4 qui ont cliqué. On va dire un chiffre rond, 140, ça représente 140 000 personnes qui ont cliqué sur le lien. Mais de ces 140 000 personnes, 60 de ça, ils ont été jusqu'au bout de rendre leur information. Donc, adresse courriel et mot de passe dans une espèce de page de destination fictif qui a été bâti. Fait que, encore une fois, ça fait peur parce que c'est quand même relativement haut, genre 70 000 personnes de ce 1,3 million qui ont été jusqu'au bout. Fait que ça donne beaucoup d'informations aux criminels, puis là, ça commence à préparer leur prochain plan d'attaque chez plusieurs personnes. Donc, les données sont toujours au centre des attaques, c'est sûr, au niveau des rançongiciels, mais ça évolue du simple cryptage, payer pour la clé de décryptage et récupérer les données, à l'extorsion multiple en plus du cryptage. Donc, quelques exemples d'extorsion, publication des données exfiltrées, la notification aux clients ou aux médias, comme j'ai dit, attaque par le Denial of Service qu'ils disent, le DDoS,
qui empêchent l'organisation de fonctionner complètement. Puis c'est quoi les catalyseurs de cette évolution? Ben, c'est vraiment de meilleures stratégies et outils là, de sauvegarde et de récupération, évidemment. Meilleurs outils et services au niveau de décryptage, meilleurs outils au niveau de l'exfiltration utilisée par les cybercriminels, puis les organisations sont invitées à ne pas payer des rançons logicielles. C'est beau de dire ça, puis je vous comprends, vous avez des données, puis si vous n'avez pas une autre copie, souvent on n'a pas le choix de vraiment payer ça, mais ça risque que plus qu'on paye pour avoir ça, mais plus que ça continue parce qu'ils savent que ça fonctionne. Mais Donc, ils essayent de trouver des façons que ça peut être diminué là, l'année passée, je pense, les rançons ouais, et tout ça, ben, parce qu'il y avait des lois qui disaient, ben non, payez pas, ou les experts disaient ne payez pas, ou tout le monde avait un sauvegarde de quelque sorte, là. ouais, Mais c'est ça, là. Fait que les cybercriminels, ils ont trouvé d'autres moyens. Fait que ouais. ils vont exfiltrer, ils vont demander que vous les payez pareil, sinon ils vont donner vos informations au public, tout ça, là. Fait que, Ouais, puis le commentaire qu'on dit souvent, c'est aussi, c'est toujours courant, ça existe encore. C'est qu'une fois qu'ils rentrent dans votre environnement, c'est pas le lendemain qu'ils vont vous demander ça. Ils risquent d'attendre dans votre environnement pendant des semaines, des mois. mhm. Pourquoi? Parce qu'ils veulent investiguer, ils veulent faire la collecte d'informations, ils veulent rentrer dans votre système de sauvegarde s'il n'est pas segmenté, protégé ou s'il n'y a pas de données qui sont répliquées ou sorties à l'extérieur. Mais ils vont essayer de débarquer tous ces systèmes-là avant de faire la demande. Fait que oui, vous avez peut-être quelque chose, une solution de backup en place, mais si eux autres réussissent de rentrer à cause d'un courriel qui a été cliqué ou d'information qui a été donnée, ça reste que vous êtes toujours vulnérable à ça parce qu'ils vont prendre leur temps puis planifier leur attaque. Et ensuite, ben, vous avez comme quasiment pas le choix de payer pour revoir vos données ou de tout bâtir à nouveau, qui est comme vraiment pas idéal pour une entreprise. Donc, on avait parlé au niveau les tendances en matière de cybersécurité, l'intelligence artificielle. OK? Il y a des tentatives de phishing réalistes et difficiles à discerner. Il y a les deepfakes, ce qu'ils appellent. C'est des vidéos, des messages vocaux très réalistes, difficiles à détecter. On le voit là, déjà avec tout ce qu'on voit dans les médias sociaux. C'est vraiment du monde qui essaie de truquer des visages, truquer des voix. Le clonage des médias sociaux au niveau collecte de données qui vont simplifier l'usurpation d'identité. Ça va juste multiplier les escrocs là, ciblés. De milliers d'outils permettant de découvrir et exploiter rapidement des vulnérabilités du zero day, type de zero day attack qu'ils disent. Donc, une vulnérabilité qui sort aujourd'hui, ben, les cybercriminels sont aujourd'hui en train de passer à travers tout ça puis essayer de compromettre vos environnements. Puis, c'est sûr que avec le IA, c'est l'évolutivité et l'efficacité de ça. Encore une fois, je répète, les cybercriminels veulent faciliter leur vie. Je ne veux pas dire qu'ils sont paresseux, mais sont très intelligents, mais ils veulent faciliter leur vie en utilisant des outils qui peuvent faire le travail pour eux autres. Bon, ensuite, on a la compromission. On a parlé de ça dans les autres webinaires, la compromission du courrier électronique des entreprises, le BEC qui appelle. C'est une catégorie de criminalité dans laquelle des fraudeurs accèdent à des comptes de courrier électronique professionnels légitimes, là, puis qui envoient ce qui ressemble à des demandes légitimes provenant de sources légitimes et fiables en essayant de tromper l'entreprise ou l'individu qui fournissent des informations confidentielles ou de l'argent ou de paiement de facture ou cliquer sur le lien. Les attaques BEC visent directement un individu ou un petit groupe. C'est des cibles les plus courantes sont les cadres, en fait. C'est du monde plus haut placé, l'équipe financière, l'équipe de ressources humaines, les employés débutants ou les nouveaux employés. C'est vraiment quelque chose ciblé pour essayer de pogner un sens d'urgence à cette personne-là,
faire semblant que c'est peut-être le président qui demande pour faire un transfert d'argent ou un achat de carte ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment les méthodes d'attaque courantes, c'est usurpation de domaine, l'ingénierie sociale, des comptes compromis, ça fait toute partie de ça, mais c'est un petit peu plus ciblé par rapport à juste d'envoyer un courriel à tout le monde dans la compagnie puis espérer que quelqu'un va le cliquer. Sergio, on a une question de Patrick qui dit est-ce qu'une solution pour éviter l'extorsion serait de faire du cryptage à l'interne? De cette façon, même si les données sont extraites, elles ne seraient pas Oui. exploitables. Oui, il y a des solutions qui existent pour faire l'encryptage de vos données, puis à différents niveaux. Il reste à faire une évaluation de qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Je donne un exemple. Il y a des systèmes qu'on peut mettre en place pour faire juste l'encryptage des courriels. Peut-être on fait affaire avec de l'information confidentielle ou sensible. Fait qu'il y a des solutions au niveau du courriel, fait qu'on peut encrypter les courriels, va-et-vient toujours. Il y a des solutions au niveau encryptage des données at rest qui disent des données qui sont sur vos serveurs ou qui sont sur l'info nuagique. Oui, il y a des solutions qui existent, mais ça prend une évaluation parce que ce n'est pas des solutions en fait, c'est des solutions qui sont un petit peu plus dispendieuses qu'une solution de sécurité typique. Et il faut vraiment faire une évaluation avec une firme qui est capable de vous aider dans tout ça, puis parler de différents niveaux d'encryptage. C'est sûr que ça peut aider, c'est sûr. Mais il y a un niveau de complexité aussi que ça prend une infrastructure prête pour être capable de supporter tout ça en place. Mais c'est faisable. Les banques le font, les institutions financières le font déjà. Fait que oui. Mais souvent, on n'a pas le même budget que les banques, ça c'est sûr. Tu penses? Ouais. Donc, quelque chose je ne vais pas dire nouveau parce que ça fait un bout que ça existe, mais c'est les codes QR, le quishing qu'ils ont appelé. Ces derniers mois, l'hameçonnage par code QR est connu comme il y a une augmentation notable selon le Security Magazine. Ce type d'hameçonnage a augmenté de plus de 50% au cours d'un seul mois au mois de septembre 2023. Cette technique est dangereuse parce qu'elle tente d'échapper à la détection automatique de tout ce qui est, tout en présentant aux utilisateurs un format familier d'un contexte qu'ils n'ont peut-être jamais vu. C'est pas un courriel, c'est un code QR, fait que le monde pense, ah ben ok, c'est un code QR. C'est pas un cybercriminel qui va utiliser un code QR, fait qu'ils ils vont continuer les démarches ou cliquer là-dessus. C'est impossible de savoir si le code QR mène à un site d'hameçonnage parce que c'est pas facile c'est pas aussi facile qu'une souris qu'on passe par-dessus puis il y a un pop-up, c'est un code QR. Fait que c'est relativement impossible de faire ça sans être obligé de cliquer, de mettre votre caméra dessus puis essayer de cliquer là-dessus. Fait que l'utilisateur non averti scanne le code, s'engage dans un contenu malveillant et voilà, l'hameçonnage est parti. Moi, j'ai entendu des histoires, j'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu des histoires comme quoi que maintenant, on a des restaurants qu'il n'y a plus de menu. Il y a des petits codes, il y a une petite pancarte ou peut-être collé sur la table d'un code QR qui est le menu. Puis j'ai entendu des histoires au niveau des États-Unis pour le moment, que les criminels rentrent dans des restaurants puis mettent leur propre code QR par-dessus celui qui est déjà là, collé. Puis les personnes qui rentrent là, ben, c'est de cette façon-là qu'ils essaient de rentrer dans les cellulaires ou dans les comptes de ces utilisateurs-là et ensuite faire des dégâts soit personnels ou des dégâts, cette personne va retourner au bureau puis faire d'autres choses, ben, ils vont continuer leur attaque. Ça fait peur un peu. Oui. Ouais. Excuse-moi. Le retour des attaques de clés USB. On a également observé ces derniers mois une augmentation au niveau attaque par USB. Pourquoi? Parce que bah, on a oublié que c'était une des premières façons de loguer. Fait que là, comme là, que le monde commence à réutiliser les USB, je ne sais pas. Puis alors que les organisations sont aux prises avec des attaques générées par l'intelligence artificielle, ben, les criminels reviennent à des méthodes qui sont, que ça a fonctionné dans le passé, ben, pourquoi le réutiliser? Des organisations dépendent encore largement sur des périphériques USB, sont petits,
sont pas coûteux, elles sont portables, ça les rend populaires, en fait, pour stocker et transporter des fichiers, encore. Fait que ce sont les mêmes qualités que ça les rend attrayants pour les cybercriminels. Puis si un logiciel malveillant provient d'un périphérique USB et qui s'infecte une machine sur le réseau, ben, il peut facilement se propager à d'autres ordinateurs, le réseau complet, les serveurs. Fait que toute clé USB connectée à un ordinateur infecté peut alors être compromise et le cycle se poursuit, ça continue. Fait que ça aussi, je ne sais pas si la question va apparaître, mais il y a des façons pour barrer des ports USB ou pour faire le scan des fichiers ou quoi que ce soit. Il y a des solutions de sécurité qu'on peut mettre en place spécifiquement pour empêcher que le monde mette des différents périphériques USB. Puis moi, là, je parle d'un clé USB, mais ça peut être d'autres genres de périphériques style USB qui ont l'air d'une autre affaire. Je sais quelque chose qui me passe dans un câble de chargement de téléphone si c'est quelqu'un qui a laissé ça sur une table, mais ce que j'ai compris par du monde que j'ai parlé, c'est qu'il y a façon de mettre une mini clé USB à l'intérieur de ça, puis ça devient une autre façon de rentrer dans des ordinateurs. C'est une clé USB en cachette, en fait. Fait que ne branchez pas vos clés. Le message, c'est branche pas les clés USB inconnues sur votre ordinateur. Là, si vous voyez un clé, là, commencez pas à brancher. Là. Ouais, c'est ça, j'aurais dit. Tu sais, Ouais. la morale de l'histoire, c'est si vous trouvez des clés n'importe où, ne les Ouais, branchez pas. Même ouais, si on c'est est ça. curieux comme humain, on veut savoir, on va voir c'est à qui, Oui, mais c'est mais sûr c'est qu'il y a pas une des bonne idée. solutions qui existent pour éliminer entièrement ou presque entièrement ce risque-là, en verrouillant l'accès au USB, au port, etc. Puis si un terminal a besoin d'un accès USB, ben, c'est préférable d'établir une liste de périphériques spécifiés plutôt que d'autoriser tous les périphériques USB. Encore une fois, il y a une façon de le faire pour autoriser uniquement cette clé-là. C'est à l'aide d'un logiciel de protection sur les machines, en fait, sur les ordinateurs, qui active l'analyse automatique des lecteurs et la connexion, puis s'assure que c'est une clé qui est autorisée ou conforme ou qui fait partie d'une liste de périphériques acceptés dans cette liste qui peut fonctionner. On a une question de Martin qui demande avez-vous un exemple de code pouvant se retrouver sur un clé USB qui pourrait bypasser les protections actuelles sur les ordinateurs, genre antivirus, Windows Defender et tout ça? J'ai vu des instances, puis je le dis par expérience parce qu'on a un outil, on a une solution de Zero Trust qui appelle. Là, on a zéro confiance, en fait, en tout ça. On a des systèmes on va utiliser les typiques. On va dire, on a un système en place au niveau d'anti-spam, on a un antivirus de nouvelle génération qui fonctionne, qui est en place. Mais j'ai vu des instances par rapport à notre solution qu'on vend à nos clients que c'est des scripts qui roulent. J'essaie d'utiliser un bon exemple. Quand on reçoit un courriel avec un attachement d'un document Word, qu'on pense que c'est bon, puis quand on clique, bien, il y a des scripts en arrière de tout ça qui roulent, qui va aller faire un genre de query, fait un scan du réseau, puis ramène-moi tous les lecteurs qui sont en fonction. Mais quand on ouvre un document Word, le but d'un document Word, c'est de faire une lecture puis d'avoir un document. Pourquoi que ce document-là fait une demande à travers votre ordinateur d'aller chercher un scan ou quoi que ce soit? Il y a des choses comme ça qui bypassent, comme on dit, le système typique d'antivirus qu'on a en place. Et voilà la raison pourquoi on devrait peut-être mettre quelque chose comme un Zero Trust, une solution Zero Trust qui vraiment on commence j'ai zéro confiance, puis là, on va juste donner accès. Puis pourquoi que les fichiers Word accèdent des fichiers Excel? Pourquoi les fichiers Word accèdent à, je ne sais pas, un serveur qui dans votre environnement qui est complètement pas rapport avec avec le fichier que vous venez d'ouvrir. Et ça, j'en ai vu souvent. Avec ça, c'est typiquement ce qui risque de bypasser certaines choses. Oui, Euh, Martin mentionne des macros qui peuvent, c'est exact.
mais c'est des malveillants. C'est des C'est des choses. macros, c'est des scripts, c'est des PowerShell, tout caché en arrière du fichier. D'un document, ouais, d'un fichier. Exact. Qu'on voit pas, en fait. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est justement la raison pourquoi que le monde commence à regarder au niveau de la confiance zéro, le zero trust. Pourquoi? Parce que, ben, un, ça rajoute une autre couche de sécurité, puis deux, ben, on essaie d'être au même niveau que les cybercriminels, au moins d'avoir le plus d'outils possible pour essayer d'éviter de se faire hacker. Très bonne question. Merci, Martin. Bon, on va commencer avec des exemples de courriels et les textes qu'on peut recevoir. Et je vais aller tranquillement avec ça. Ça, c'est grâce à Maria qui nous a envoyé plein de petits courriels fantastiques ici. Mais celui-là, je l'ai reçu ici, au travail. C'est professionnel. Oui, oui. Fait là, si je continue à identifier certaines choses, je ne sais pas si tu peux élaborer un peu sur les points rouges qu'on voit. Oui, ben, tu sais, c'est toujours, quand on reçoit des courriels, c'est toujours de se questionner, de prendre la minute là, pour se Oui. questionner. Est-ce que je connais cette personne-là qui envoie ce courriel-là? Est-ce que c'est quelque chose que j'attends de cette personne-là? Mhm. Est-ce que c'est adressé à moi? Là, on voit que c'est vide, c'est adressé à C'est ça. personne. Il y a, si tu veux continuer, Il y a le fichier, le oui. fichier Ouais. attaché, le fameux fichier PDF, tu sais, premièrement, je ne connais pas la personne. Ouais. Deuxièmement, elle me demande de payer un compte de loyer que je ne connais pas, je ne comprends pas. Il y a quand même une urgence qui demande. L'autre chose drôle de ce de courriel-là, c'est comme s'il y avait un message vocal. Tu sais, moi, je vois ça comme ça. Hein, je regarde ça, puis j'ai dit, mais tu sais, ça se peut pas, là, je ne Ouais. comprends pas. Puis il n'y a pas de signature, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a Ouais. rien il n'y a pas de logo de compagnie, il n'y a rien. Fait que, tu sais, c'était, pour moi, là, c'était des signaux de l'alerte, des red Ouais. flags tout de suite, hein, mais c'est ça, ça peut arriver dans votre courriel, puis tu sais, dans un moment où vous êtes très occupé, vous pouvez peut-être Ouais. cliquer, ou peut-être que c'est normal pour vous de recevoir, mettons, à payer un loyer mensuel, mais il faut quand même demander, est-ce que tu connais la personne? C'est même pas adressé à quelqu'un, là, c'est at large ou c'est blank, il n'y a rien, là. Fait que, Ouais. Puis, encore une fois, faute d'orthographe. Bonjour, veuillez consulter le document pour ah oui, règle votre loyer oui, mensuel. oui. Et ça, c'est un double shot parce que c'est aussi sans urgence encore. Ouais. Il y a plein de choses qui manquent, en fait, dans celle-là. Et le riz de bande, est-ce que si on clique sur un PDF sans entrer aucune information, est-ce que c'est dangereux? Oui, mais il y a quand même des scripts qui risquent d'être Ouais, attachés c'est sur ça. ces fichiers PDF. Ouais. Exemple numéro 2, encore une fois, de qui provient-il? On reconnaît le numéro, je ne sais pas. Disposez-vous d'une solution Voice over IP qui distribue les messages électroniques? Tu sais, souvent, c'est ça là, qu'on voit comme ça. Fait que si on n'a pas de système de messager qui envoie des messages ou courriels par message, voicemail, en tout cas, vous comprenez ce que j'essaie de dire. Là, c'est quelqu'un qui vous laisse un message, puis un système de courriel qui vous avise que quelqu'un a laissé un message. Si on n'a pas ça en place, ben il faudrait juste effacer ce fichier, ce courriel-là tout de suite. Là. Sinon, ben, on va continuer. C'est très générique à info, c'est pas à moi. Le message d'accueil générique, encore une fois. Le lien vers une messagerie vocale, ça, on ne sait jamais. Là. Fait que si on n'a pas ce système en place, ben pourquoi on voudrait cliquer sur ces liens-là pour investiguer plus ou parce qu'on est curieux, mais souvent ce qui arrive, c'est que ça devient dangereux. Oui, mais ouais, c'est ça. Mais le fait que ça va à info et non pas à une Ouais, personne, ouais. déjà là, c'est un problème. Est-ce que tu peux juste retourner à l'autre exemple parce que on a une question de Hélène Ici? qui a dit parce qu'elle dit bonjour, le rectangle jaune, est-ce l'on recevoir cela aussi? Ça dépend si vous avez
Oui, le rectangle jaune, c'est un paramètre qu'on active dans vos systèmes de courriel qui, au moins, vous avise que c'est un courriel qui ne vient pas d'un employé, quelqu'un qui fait partie de votre entreprise. Ça vient d'une personne externe. C'est bon, c'est une bonne pratique de mettre en place. C'est pas le 100%, mais c'est quand même quelque chose que le moment qu'on voit le jaune, on dit OK, on va juste prendre quelques secondes de plus pour s'assurer qu'on connaît la personne. Mais encore, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, ça donne quand même un moment de faut que j'y pense. Mais comme on a vu avec le business email compromise ou le en tout cas, je peux pas dire Le B le aussi. mot. Tu sais, ça se peut quand même qu'un courriel d'hameçonnage rentre de chez vous, là. Fait que, Oui, mais ça donne un petit moment de faut vraiment je regarde ce courriel-là pour être sûr que c'est quand même bon. exact. OK. Celle-là, on a fait. Donc, ça, c'est beau. On va passer au prochain. Ah, un texto. Parfait. Fait qu'est-ce qu'on reconnaît le numéro? Peut-être que oui, peut-être que non. Souvent, c'est sûr qu'on reçoit des messages génériques. On fait affaire avec peut-être un concessionnaire comme Subaru de Laval, puis c'est le centre de service qui vous envoie des mises à jour. Fait que il faut juste prendre le temps de s'assurer que, ben, tu vois, je pense que c'est à toi, là, ça a été, Ouais. Maria, pour toi, là. Est-ce qu'on s'attend à avoir un texte de cette personne-là ou cette compagnie-là? C'est gentil de la part du fournisseur de services d'avertir qu'il pourrait s'agir d'un hameçonnage aussi, là. Fait qu'on ne sait pas, là. Fait que ça, c'est. Dans ce cas ici, j'avais parlé avec une personne de Subaru de Laval parce qu'il avait fait des réparations et elle m'avait dit que je recevais un texte avec le- la facture. Hmm. Mais mon instinct, quand même, si j'avais pas parlé avec cette personne-là, mon instinct serait d'appeler le Subaru de Laval, pas le numéro de téléphone qui est affiché, mais le Ouais. Subaru de Laval et demander est-ce que vous m'avez envoyé une facture par texte? Parce que, comme tu dis, là, ça se peut que c'est un hameçonnage Ouais. et ça ne me tente pas de Ouais. tomber Puis dans ça. moi, j'ai remarqué de plus en plus quand on fait affaire avec quelqu'un ou une compagnie, puis qu'eux autres fonctionnent de cette façon-là, ils m'avisent maintenant comme quoi que vous allez recevoir un texto de nous qui va dire ce texte-là ou quoi que ce soit, juste confirmer. Fait que c'est bon. C'est sûr que ça prend une confirmation, ça prend un avertissement. Fait que c'est bon que les compagnies font ça pour avertir le monde, Ouais, pour pas donner peur ou c'est pour s'assurer que c'est quelque chose qui est légitime. ouais. Voici un autre qui vient de Rogers. On connaît Rogers. Hein? Est-ce qu'on connaît le numéro? Nombreuses fautes orthographes et le grammaire, le lien pour le transfert d'Interac. Euh, il y a plein de choses vraiment ambiguës là-dessus. Là. L'erreur dans le lien, il y a un zéro, je pense, c'est ça. Ouais, le Rogers, Interact là, Transfer dans Rogers, il y a un zéro. Et quoi d'autre? Sens de l'urgence, encore une fois, qui est là. Il faut le payer tout de suite. ouais. Fait que c'est plein de choses. Oui, c'est vraiment Euh, celui-là, c'était pas mal facile à reconnaître, là. C'est ouais, Rogers, oui, puis il m'envoie ouais, des textes des fois, c'est ça. mais je veux dire, c'était plein d'erreurs, c'était plein Ouais, de choses tu sais, les red flags, là, il y en avait plein, là. Fait que, ouais. Il fallait le payer avant le 5 mars, hein, Maria? Tu l'as fait? ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est tout fait. Ouais. Ça, c'est un autre exemple. Désolé, c'est en anglais. Pour le moment, on n'a pas pu trouver celui en français, mais ça peut être un autre. Ça, en fait, c'est un courriel qu'on risque de recevoir. Puis vous voyez, ça a l'air légitime un peu, là, quelque chose qui vient de Microsoft, SharePoint, les avantages de l'employé par rapport aux documents, cliquer sur ça. Fait que, c'est l'expéditeur inhabituel, identité trompeuse, message suspect, la présence d'un code QR, le lien vers l'hameçonnage. Si je peux rajouter, est-ce qu'on s'attend à voir quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut
possiblement happer quelqu'un dans notre département TI ou notre fournisseur pour valider ça, juste au cas où. Est-ce que ça fonctionne de cette façon-là avant de cliquer ou de prendre une photo de votre appareil? Juste avant qu'on passe à le prochain slide, une question de Patrick. Texto et appels sont vraiment très fréquents. Est-ce qu'il y a des moyens de diminuer? Souvent, nos appels sont personnels et pas nécessairement liés à l'entreprise. Oui, je sais. J'ai de la misère avec ça parce que c'est pas mon champ d'expertise au niveau des mobiles, des appareils mobiles. Je vais dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Je sais que sur le mien, moi j'utilise côté Android, il y a comme des outils par défaut de sécurité qui viennent avec Android, mais ça reste que c'est de base. Je ne peux pas le répondre à 100% si ça existe. L'équivalent sur des postes de travail, genre Windows, est-ce qu'on a les mêmes genres de solutions de anti-spam, antivirus, protection contre tout ça? Très difficile de mettre en place selon ce que j'ai vu, à moins que je puisse avoir plus d'infos pour tout le monde si je parle avec un de nos partenaires au niveau de la compagnie qui vend des appareils mobiles avec les plans. Fait que je peux faire des recherches pour ça. Ça serait peut-être intéressant pour tout le monde qu'on ait cette réponse-là. Oui, absolument. On a une question de François Gabriel. Je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui, mais bon, pourrais-tu nous expliquer les différents protocoles de cryptage et leur application? Et pourrais-tu nous expliquer les différents protocoles d'encryptage et leur application? Ah, OK, c'est la même question. Excuse-moi. Okay, ouais. Je ne suis pas sûre qu'on peut le faire aujourd'hui. Là, il faudrait que je mette un de nos techniciens là-dessus pour répondre exactement à cette question-là, mais ça c'est quelque chose, une petite conversation qu'on peut avoir facilement, oui. François Gabriel, l'outil qu'on utilise pour les webinaires nous permet de garder les questions. Donc, cette question-là va aller au micro-âge et on va demander qu'il vous rappelle avec les informations que vous cherchez. C'est bon. Bon, on va évaluer vos connaissances, typiquement, avec des questions, puis vous allez répondre la bonne réponse ou les bonnes réponses, parce que des fois, c'est plusieurs. Maria, on fait la même chose. On fait la question, on donne le temps, puis ils vont répondre, puis après ça, on revient avec les réponses. Oui, sur l'outil webinaire. Fait que on va passer la question et après ça, je vais ouvrir le poll, le sondage. Sondage, oui. Le sondage et vous allez répondre et on va voir, on va tester vos connaissances. OK, on commence. Laquelle des mesures suivantes devrait être adoptée pour réduire le risque d'infection de maliciel? Il y a juste une réponse. Donc, je vais partir le sondage et on va voir. On va demander de voter. Mon Dieu, ça a été vite. On est rendu à. Oui, on va donner quelques secondes encore. On est presque rendu à. Tout le monde a répondu. Parfait. Fait que, on va arrêter le sondage. Et vous dire que, c'est 81% ont eu la bonne réponse. Fait que, Sergio, si tu veux donner la bonne réponse. Est-ce que c'est celle-là qu'ils ont reçu? Oui. Oui, fait que 80%, oui, c'est bien. 81. Oui, en fait, c'est ça. C'est d'utiliser un antivirus pour analyser les fichiers, c'est sûr, sur une clé USB. C'est ça qu'on devrait faire sur tous les appareils de stockage. Jamais télécharger ou ouvrir des pièces jointes dans un courriel qu'on ne s'attend pas de recevoir ou quoi que ce soit, ou quand on a un doute, utiliser un antivirus pour analyser les fichiers téléchargés sur Internet. Jamais cliquer sur des liens dans un courriel qu'on ne s'attend pas ou quelque chose qui a l'air suspect. C'est tout ça. Parfait. Prochaine question. Les antivirus sont une solution absolument infaillible contre les logiciels malveillants. Vrai
ou faux? OK. Quelques instants encore et on va partager les réponses, ce que j'ai pas fait pour la première question, désolée. OK, parfait. Fait que on va partager les réponses. Fait que un grand montant de personnes, un grand nombre, je devrais dire. Fait que 99% ont dit que c'était faux et 1% ont dit que c'était vrai. Fait que Effectivement, c'est faux. Peut-être en 1995, c'était le cas, mais maintenant, j'ai déjà parlé de ça. Ça prend plusieurs couches pour s'assurer que tout fonctionne bien puis qu'on empêche les malveillants, les cybercriminels de rentrer chez nous. Là, c'est pas juste avec un antivirus. Malheureusement, ils ont plusieurs façons, plusieurs routes pour rentrer chez vous. Ben, il faut vraiment mettre en place des solutions qui essaient de protéger chacun de ces postes-là qui rentrent dans votre environnement, que ce soit le périmètre au niveau pare-feu, que ce soit anti-spam au niveau du courriel, que ce soit directement sur les postes de travail avec une solution d'antivirus. Là, l'antivirus traditionnel n'est plus bon parce qu'on a les zero-day attacks. Fait que là, ça prend quelque chose avec le EDR, l'endpoint detection, puis là, on va embarquer sûrement dans du intelligence artificielle. C'est sûr que l'évolution des outils de cybercriminels égale à une augmentation au chiffre. Nous, il faut qu'on évolue en termes de solutions qu'on va mettre en place chez nous. Question 3. Lesquels des éléments suivants n'est pas une caractéristique d'un courriel d'hameçonnage? Il y a juste une réponse. Quel élément suivant n'est pas une caractéristique d'un courriel d'hameçonnage? on va partir le sondage. OK. Celui-là est un peu plus difficile. On voit que le monde prend plus de temps à répondre. J'ai donné des indices Ah ouais. dans les autres pages. Martin dit pourquoi vous dites qu'il y a juste une réponse? C'est juste. Parce que c'est une caractéristique qui n'est pas, c'est pas une caractéristique typiquement. Euh, bon, Martin il nous dit que c'est pas un vrai test. T'as raison, Martin. Ben, je pense qu'on va apprendre pareil. OK. Fait que, on a pas mal tout le monde qui a voté, donc on va partager les réponses. Et il faudrait que je regarde. Fait qu'il y a 1% du monde qui ont dit inclus le lien bouton sur lequel vous êtes invité à cliquer. 3% un sentiment d'urgence pour déclencher une action immédiate. 71%, il vous est adressé spécifiquement, puis 24%, il contient des logos ou des noms d'entités reconnues. Fait que ce qu'on cherchait, c'est que le caractéristique d'un courriel d'hameçonnage. Oui, Et donc, celui qui est typiquement pas utilisé ou pas populaire, en fait. On peut pas dire que c'est ensemble. Mais là, en fait, la réponse, c'est envoyé, c'est adressé à vous spécifiquement. Les messages d'hameçonnage utilisent une salutation générique d'habitude au lieu de votre nom. Là. Fait que cher client, chère personne ou monsieur ou madame. Je ne peux pas dire que c'est à 100% qui n'utilise jamais. Ça peut arriver que votre nom apparaît. Mais les trois autres, là, c'est beaucoup plus présent que celui-là, ça c'est sûr. Des logos, qu'on pense que c'est un vrai logo, mais c'est pas vraiment. On le clique dessus puis ça va ailleurs. Le sentiment d'urgence, comme j'ai mentionné, puis le lien avec un bouton qu'on doit cliquer, évidemment, ça c'est les trois plus populaires. fait que je sais pas qu'est-ce que vous voyez. Moi, je vois encore le sondage. J'espère que vous voyez
la prochaine question, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Toi, ben, tu vois-tu le sondage ou? J'ai jamais eu je vois jamais ton sondage. Moi, je me vois, là, Ah, je te vois, mais mais j'ai de la misère à voir. on voit plus la présentation pour une raison quelconque, là. Ah, ben, ça se peut que ça s'est arrivé déjà, hein. Si je fais peut-être, Je sais pas pourquoi je peux enlever ça l'écran bloque. et le remettre. Ben, on va Oui, faire. essayez. Ouais. Tiens, désolé pour ça. Oui, désolé. Euh, Ah, c'est parfait. revenu? Oui, Excellent. C'est beau. Support merci à technique. tout le monde qui ont répondu. Live. OK. Donc, tout le monde voit ça, j'imagine. Question numéro 4. Oui. Moi, je vois rien. Il faut que je mette ça en avant. OK. Quel élément suivant n'est pas une bonne pratique pour se protéger des messages et des sites web de phishing? Quel élément suivant n'est pas une bonne pratique pour se protéger? Fait qu'on on va Il y partir le a. sondage. Oh, tu veux-tu donner les questions? OK. Fait que voici le sondage. En espérant que. Hein, c'est un peu plus difficile celui-là. Mais on arrive parce que tout le monde a répondu. Bon, parfait. Donc, on va arrêter le sondage et je vais partager les réponses. Donc, on a 36 qui ont dit accéder à un site web comme vous le faites à l'habitude. Il y a 43 qui ont dit après avoir cliqué un lien, assurez-vous ou assurez que le site est légitime. 7 activer l'anti-phishing sur le navigateur ou le logiciel de sécurité et 15 méfiez-vous des demandes de mettre à jour votre compte. Et Pas évident, cette question-là. non, la réponse, La la réponse, bonne c'est réponse. le deuxième, en fait. Je vais faire les trois autres pour le moment. Euh, Accéder, premièrement, les choses à faire, c'est d'accéder à votre site web que vous faites d'habitude, habituellement, et non par un courriel que peut-être vous recevez. Fait que donc, je donne un exemple, je ne sais pas, votre banque vous envoie un compte rendu de le statut de vos comptes, mais je ne suggère pas de cliquer sur le lien qui vient d'envoyer par courriel. Je suggère d'utiliser votre lien d'habitude que vous utilisez ou votre application mobile à partir de votre téléphone pour faire la même chose et non cliquer sur ça, juste pour s'assurer. Le troisième, activer l'anti-spam, l'anti-phishing sur votre navigateur, ou logiciel de sécurité. Puis, méfiez-vous de toute demande de mettre à jour au niveau de votre compte, ça c'est sûr, là, ne cliquez pas sur ces choses-là comme ça. Mais après avoir cliqué sur un lien, assurer que le site est légitime, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'on est sûr que ce site-là est légitime? Parce que en ce moment, ce que j'ai vu, c'est des sites, des pages, les landing pages qu'ils appellent, ils ont l'air très, très légitimes, mais ils ne sont pas. Fait qu'il faut juste s'assurer. C'est très difficile de vraiment s'assurer que c'est le lien qu'on a cliqué, c'est vraiment le bon lien. Question numéro 5. Que faire si votre ordinateur est verrouillé par un rançongiciel? Une réponse. Donc, on a parti le sondage. Il va falloir qu'on trouve des questions un peu plus difficiles. Oui, Martin avait lu la question précédente à l'envers qui disait. Ah, ouais. OK.
Fait qu'on a pas mal toutes les réponses et je veux dire que 100% de vous avez la bonne réponse. Fait que, on va partager l'écran. La bonne réponse était? Ouais, c'est ça. Si vous êtes victime d'une attaque, c'est sûr que vous devez informer immédiatement la personne responsable, votre équipe d'assistance technique, là, pour déterminer qu'est-ce qui vient de se passer. C'est quoi les prochaines étapes. C'est sûr que c'est eux autres qui vont prendre en charge puis s'assurer que de réparer les dégâts ou de s'assurer que c'est juste vous confirmer que c'était quelque chose de. En tout cas, essayez pas de redémarrer plusieurs fois, ça ne réglera pas le problème. C'est problématique. Ça prend quelqu'un pour le faire. Mhm. Question 6. Quel élément suivant sera le plus utile si vos fichiers étaient cryptés par un rançongiciel? Quel élément suivant sera le plus utile? OK, le sondage est parti. C'était le fun de voir que 100% du monde avait la bonne réponse pour la dernière question. Là. Ça veut dire qu'on apprend. Oui. La question était un peu plus difficile. Donc, faut la lire. Mhm. Faut lire les réponses aussi une couple de fois pour. On est presque à tout le monde. Bon. Parfait. Fait qu'on va. Il y a encore des réponses qui rentrent. OK. Je pense qu'on est rendu à les derniers. Donc, on va fermer, on va partager les réponses. Fait qu'on a 8% qui disent ne pas cliquer sur les liens dans les courriels suspects. 24% ne jamais désactiver un logiciel antivirus. 10% ne pas ouvrir les pièces jointes dans les courriels inattendus. 58% sauvegarder vos fichiers sur le réseau et pas sur votre PC. Donc, la bonne réponse. La réponse, c'est que c'est une question un peu piège, en fait. Là. C'est quand on arrive à avoir des fichiers encryptés, le meilleur utile, c'est d'avoir un backup, une sauvegarde de vos fichiers. Fait que sauvegarder vos fichiers. Quand on dit sur le réseau, c'est sûr qu'on dit si vous avez un réseau avec des serveurs, sauvegardez sur le réseau, pas local sur votre PC. Puis si vous avez, mettons, Info nuagique, Office, c'est quoi que ce soit, OneDrive, SharePoint, c'est sûr que c'est recommandé. Mais de ne jamais sauvegarder des choses locaux parce que si on est encrypté, mais malheureusement, il n'y a pas moyen de retrouver ça. Fait que c'est quoi le meilleur outil? La meilleure façon de se revenir sur les pas, ben, c'est d'aller prendre une sauvegarde qui a été faite, puis de rebâtir la machine, mettons, puis de remettre ces données-là qui sont là. Fait que c'est sûr que les autres, oui, il ne faut pas cliquer sur les liens, il ne faut jamais désactiver, mais ce n'est pas vraiment utile pour vous quand vous êtes infecté. Right? C'est Mais comme c'est exactement oui, ce que Patrick oui, dit. c'est ça. Oui, la meilleure pratique, je l'ai suivi, mais je me suis fait infecter quand même. Là, je fais quoi? Le fait que tu n'as jamais désactivé ton antivirus ne va pas t'aider à remettre les fichiers qui ont été encryptés. Oui, c'est ça. Patrick dit les 3 premiers sont préventifs. Pas Exact. préventifs, seulement la dernière réponse Exact. concerne une fois que le mal est fait. C'est un plan. Le quatrième, c'est un plan B. Ouais. Question 7. Parmi les éléments suivants, lesquels seraient considérés comme des informations personnelles? Il y a plusieurs réponses. On va partir le sondage et on peut regarder ça et dire, mais qu'est-ce que ça a rapport avec la cybersécurité, mais c'est la protection des informations personnelles qui devient de plus en plus important. Oui. Ben, ça a toujours été important, on s'entend, hein? Mais là, il y a comme des lois qui peuvent devenir. Ça peut être difficile pour une organisation qui ne protège pas bien les informations personnelles.
Donc, on arrive presque à tout le monde qui a répondu. On est presque là. Juste une couple de secondes de plus. Celle-là, c'est pas le piège, par exemple. Je m'attends que tout le monde ait des bonnes réponses. On verra. On verra dans 3 secondes. Bon. Yeah. Donc, on va partager les réponses. Fait que on a 86% qui ont voté pour le nom complet d'une personne, 94% la date de naissance, 96% le permis de conduire et 35% l'adresse professionnelle d'une personne. Bravo, tout le monde. Oui, fait que Ouais. on va partager la réponse, Oui, c'est vraiment les ça. réponses. C'est les trois Ouais. premiers, en fait. C'est l'adresse professionnelle d'une personne, c'est l'adresse courriel, l'adresse professionnelle d'une personne. Euh, Mais la c'est pas, compagnie avec l'adresse, là, c'est sûr que c'est public. Là, mais c'est public, right? Ouais. exact, c'est ça. Mais Les- les autres, c'est pas public. Là. Ça, c'est quand même le nom complet d'une personne est maintenant considéré comme de l'information personnelle. ouais, ouais. C'est combien de questions qu'on a? 8? 9? C'est la dernière, oui, Ça, c'est c'est la la dernière? dernière. Parfait. Ouais. Dernière, les On éléments. arrive à la fin, donc Oui, oui. on est Désolé, on a quelques minutes. On a 5 minutes, on est fini. non, 3 minutes sur mon ordinateur. 3 On se minutes, dépêche, OK. on se dépêche. Les éléments suivants sont considérés des données confidentielles au personnel, sauf un. Il y en a juste un comme réponse. Laquelle n'est pas considérée confidentielle. OK, et c'est parti pour le sondage. Oui, cela était trop facile, je pense. OK, je pense qu'on a tous les votes, donc on va partager les réponses. Et on a 99% du monde qui ont dit que c'était le catalogue de produits. Et je vous dirais que 99% du monde ont raison. Exactement. Vous avez raison. Le catalogue qui est disponible de tout le monde. Souvent, c'est publié sur le web. Fait que c'est sûr. Le dossier médicaux, les salaires, l'enregistrement de l'adresse à domicile, c'est sûr que ça, c'est tout du confidentiel. Là. OK. Ben, bravo tout le monde. C'était le fun. Ouais. Ben avec ça, je vais le passer à Maria. J'imagine, on a un livre électronique gratuit qu'on donne au niveau choisir la formation de sensibilisation à la cybersécurité qui est adaptée à votre organisation. Faites pas, paniquez pas, là, le lien est envoyé, je pense, à Maria. Pas besoin d'écrire Oui, le lien oui, qu'on oui. voit en bas. Là, c'est un lien qui est envoyé, fait que vous allez avoir accès à ça. Exactement. Donc, c'est ça. Merci de votre participation à notre webinaire aujourd'hui. Puis, comme Sergio l'a dit, on vous encourage de télécharger le livre électronique. J'ai mis le lien dans le chat. En même temps, on va vous l'envoyer avec l'enregistrement. Fait que, inquiétez-vous pas pour ça. J'ai juste un commentaire, je pense, de Carmen qui dit: Ceci est un commentaire pour les rédacteurs de sondage, ce qui est nous. Questions négatives, difficiles à comprendre, il faudrait les réécrire. On va regarder ça, Carmen. Je vous dirais aussi Intéressant. que l'outil webinaire, on est limité dans le nombre, les caractères qu'on peut écrire. Fait que des fois, on va faire plus attention. On va regarder ça. Merci pour le commentaire. Donc, je voulais aussi vous mentionner que notre prochain webinaire, Micro-H parle technologie, aura lieu le 16 mai. Nous allons discuter de la manière de rendre votre organisation un peu plus cyber-résiliente et les invitations seront envoyées prochainement. Donc, Martin, OK, pas de hint qui dit. Fait que la prochaine fois, on ne dira pas qu'il y a juste une réponse ou qu'il y en a multiples. C'est bon. Mais encore une fois, Sergio, c'est toujours un plaisir de faire ces webinaires avec toi. Merci beaucoup. Ah, merci. Et merci à vous tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Parfait. Donc, Merci tout le monde.
Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine. Hey, bonne journée. Merci.